Cette première conférence est consacrée à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Une convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2006. Ce traité international est fondamental. Sa connaissance par chacun est déterminante car il nous faut défendre son respect par les États pour que chacun puisse avoir un accès réel à ses droits. La France va devoir défendre son bilan en 2021. La Convention sera sous le feu de l'actualité. Nous serons sollicités pour avoir le point de vue du terrain. Cela constituera une opportunité pour chacun de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Pour en parler avec nous, nous accueillons Clara Libert, avocate et chargée de plaidoyer Europe et Affaires internationales à l'UNAPEI. Tout d'abord, Clara, qu'est-ce qu'une convention internationale ? Donc, dans le cas présent, ce sont plusieurs États qui, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, se sont accordés sur l'octroi réciproque de droits et l'acceptation d'obligations. Quelle est la source de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ? Il existe un long processus historique qui explique ce texte. Mais sans rentrer dans les détails, il faut savoir que les Nations Unies sont parties d'un constat. Il existe des droits universellement reconnus que l'on retrouve par exemple dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et qui ne sont pas mis en œuvre. Les personnes en situation de handicap devraient pouvoir jouir des droits reconnus dans une telle déclaration comme toute autre personne. Pourtant, dans les faits, ce n'était absolument pas le cas. Les personnes en situation de handicap sont aujourd'hui encore trop souvent limitées dans l'exercice de leurs droits. Partant de ce constat, la Convention opère un changement fondamental, ce qu'on appelle un changement de paradigme. On passe d'une approche médicale, d'une approche de protection, à une approche fondée sur l'individu et son autonomie. C'est une approche par les droits. La Convention défend que la personne en situation de handicap est actrice de sa vie et que c'est un sujet de droit. La Convention décline de façon concrète dans tous les actes de la vie les principes de respect de la dignité, de la différence, de la non-discrimination et d'égalité avec les autres. La Convention ne crée pas de nouveaux droits spécifiques aux personnes en situation de handicap, mais propose des mesures pour que les personnes aient un accès réel à ces droits. À noter aussi que la Convention ne parle pas de handicap, mais de personnes qui présentent des incapacités durables, physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. La primauté est donc donnée au regard social et non plus au regard médical. Et la famille dans tout ça ? La Convention nous rappelle que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et qu'elle a le droit à la protection de cette société et de l'État, et que les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaires pour que ces familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes en situation de handicap. Qu'en est-il de la France ? Est-elle soumise à cette convention ? Oui, la France a ratifié la Convention et son protocole facultatif en 2010. Et selon la Constitution française, cette convention a une valeur supérieure à la loi. Dans les textes, pourtant, on observe un écart entre cette convention et les lois nationales. Par exemple, la loi du 11 février 2005, qui a permis de nombreuses avancées, ne dispose pas pourtant d'une approche globale, coordonnée et d'une approche fondée sur les droits humains. Par exemple, cette loi de 2005 propose une définition du handicap qui est centrée sur la personne, sur ses déficiences et ses incapacités, et qui ne prend pas en compte la notion d'interaction et le rôle de l'environnement dans la production des situations de handicap. On ne retrouve donc pas la conception interactive du handicap qui est présente dans la Convention. Mais le plus souvent, les écarts ne résident pas tant dans les textes que dans leur application concrète. La Convention est partie intégrante du droit français depuis la ratification de celle-ci par la France. Ces dispositions devraient donc être appliquées sur l'ensemble du territoire français. Or, la réalité de terrain nous montre que la Convention et ses dispositions sont souvent loin d'être appliquées en France. Selon vous, la France applique-t-elle le droit à l'éducation ? La Convention, en son article 24, au même titre que de nombreux textes internationaux, l'affirme sans équivoque. Chaque enfant, sur la base de l'égalité des chances, a le droit à l'éducation. Pouvoir accéder à l'éducation dès le plus jeune âge rend possible l'accès au marché du travail une fois à l'âge adulte, l'émancipation, la reconnaissance sociale. La violation du droit à l'éducation empêche donc chacune et chacun de vivre sa vie et de révéler son potentiel. Le cadre juridique français reconnaît le droit de tout enfant à une éducation, notamment via la mise en œuvre de mesures pour faciliter l'accès à l'enseignement ordinaire et à un parcours scolaire et éducatif continu et adapté. Malgré les progrès indéniables sur le terrain, on constate des difficultés pour les enfants en situation de handicap pour accéder à l'éducation. Aujourd'hui, encore de trop nombreux enfants et adolescents en situation de handicap n'ont toujours pas accès au droit à une éducation. Ils ne sont pas scolarisés dans leur école de quartier
ni dans un établissement éducatif spécialisé. Et lorsqu'ils sont à l'école, ils ont parfois une scolarisation insuffisante ou inadaptée. C'est ce que l'on constate notamment en lisant les témoignages de la plateforme J'ai pas école ou en regardant la longueur des listes d'attente pour un accompagnement en CESAD, une entrée en ULIS, en institut médico-éducatif ou en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Les APEI ont des difficultés pour obtenir des enseignants spécialisés en nombre suffisant au sein des établissements qui offrent une éducation adaptée. Qu'en est-il du droit à la santé ? Donc, selon l'article 25, les États reconnaissent que les personnes en situation de handicap ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, sans discrimination fondée sur le handicap. Ainsi, ils doivent prendre toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé. Les APEI, avec leurs partenaires associatifs, luttent pour un droit réel à la santé. Les initiatives sont trop nombreuses pour être toutes citées, mais nous connaissons tous l'investissement des APEI des Hauts-de-France dans la prévention, la formation des professionnels de santé, ou leur capacité à conventionner avec les établissements de santé. Par exemple, je pense aussi à la co-création de dispositifs de soins originaux comme Handident, qui offre un accès aux soins dentaires aux personnes en situation de handicap. Toutefois, tout ne peut pas reposer sur les initiatives associatives, car si beaucoup de Français rencontrent des difficultés liées à la démographie médicale, aux déserts médicaux, au coût des soins, ces difficultés sont démultipliées pour les personnes en situation de handicap. Selon Handifaction, environ 40% des 5248 personnes en situation de handicap qui ont répondu au sondage n'ont pu être soignées entre le 1er avril et le 30 juin. Le problème est particulièrement important pour les soins de ville, médecins spécialistes et hospitalisation à domicile. Selon vous, la France met-elle en œuvre le droit à l'accessibilité des équipements et des services ? Selon l'article 9, afin de permettre aux personnes en situation de handicap de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États doivent prendre des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, au transport, à l'information et à la communication, mais aussi aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Les lois françaises privilégient l'action sur l'environnement physique, mais elles ne sont que partiellement inspirées du modèle social du handicap. En France, l'accessibilité n'est jamais considérée comme un droit humain pour l'ensemble de la population. On considère encore trop souvent les obligations en matière d'accessibilité comme des dispositifs spécifiques en réponse à des besoins d'une minorité. On ne retrouve donc pas de conception universelle pourtant présente dans la Convention. Aussi, l'accessibilité n'est souvent pas pensée pour les handicaps cognitifs. Les APEI militent pour l'utilisation du facile à lire et à comprendre, qui doit être davantage généralisé. Les APEI des Hauts-de-France y œuvrent avec des ateliers de traduction. Selon l'article 19 de la Convention, portant sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société, les États parties à la Convention reconnaissent à toutes les personnes en situation de handicap le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. Et ils doivent prendre donc des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes en situation de handicap la pleine jouissance de ce droit, ainsi que leur pleine participation et intégration à la société. Pour cela, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir notamment choisir leur lieu de vie, avoir accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et aux services sociaux d'accompagnement et services et équipements destinés à la population générale. Dans les faits, en France, on constate une absence de possibilité pour les personnes en situation de handicap de choisir leur lieu de vie, notamment à cause du manque d'accessibilité et de la difficulté d'accès au logement. On constate également une absence d'accès suffisant à l'aide personnelle, notamment à cause de pratiques restrictives d'évaluation des besoins, de conditions trop strictes de prise en charge financière et de pratiques administratives aboutissant à des restrictions, voire des privations de droits. Même en cas de prise en charge financière, il n'y a pas d'individualisation suffisante et de couverture de tous les besoins. Il n'existe pas un véritable droit à l'aide personnelle dans tous les domaines de la vie pour pouvoir vivre dans la société et s'y insérer. Enfin, concernant l'accès aux services et équipements destinés à la population générale, les services et équipements ne sont pas toujours inclusifs, notamment en raison du manque de formation au handicap des professionnels de différents secteurs ou de l'obligation d'aménagement raisonnable, sauf en matière d'emploi.